En quoi consiste l'autorité d'un professeur et quel est son rôle dans les écoles? Bonjour, ce sont deux questions que nous allons explorer à travers cette vidéo et d'autres qui viendront. Commençons par regarder la définition officielle de la mission du professeur des écoles, telle que donnée par l'Éducation nationale. Professionnel de la pédagogie, le professeur des écoles apprend aux élèves à lire, à écrire, à compter, mais son rôle ne se limite pas à cela. Il engage les élèves dans la construction de leur parcours éducatif et scolaire. En ayant à cœur de créer un rapport positif à la classe et à l'apprentissage, il permet aux élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux et éveille chez eux l'intérêt pour le monde qui les entoure. Juste après cette définition, on peut lire que le professeur des écoles doit savoir capter l'attention. Pourquoi devoir capter l'attention? Eh bien certainement parce que le professeur aura beau avoir les plus belles intentions du monde, si son auditoire n'a que faire de ce qu'il raconte, il professera pour des prunes. Il devra donc, pour parvenir à créer ce rapport positif à l'apprentissage, pour permettre aux élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux et pour éveiller chez eux l'intérêt pour le monde qui les entoure, eh bien il devra adopter une posture bien particulière. C'est là que nous touchons à la notion d'autorité. L'autorité, du latin auctoritas, signifie croître, augmenter. C'est défini l'état d'une personne qui est augmentée d'un pouvoir, d'une influence sur d'autres personnes. Maintenant, ça peut être intéressant de se pencher sur ce que nous dit Jean-Pierre Lepris à propos de l'autorité. Il en a discerné trois types. Une autorité déontique ou hiérarchique qui va donner des ordres auxquels une personne obéit parce que convaincue qu'elle ne pourra atteindre son but autrement. C'est une autorité qui se caractérise par l'utilisation de punitions lorsqu'il y a un manque de respect des consignes. On peut lui distinguer une autre autorité qui serait purement épistémique et entrerait en jeu chaque fois qu'une personne sollicite une autre de son plein gré pour acquérir un savoir-faire ou un savoir-être parce qu'elle a reconnu en cet individu la réponse à son besoin. C'est une autorité qui, si on la compare à la précédente, se base sur la reconnaissance du savoir plutôt que sur l'imposition du savoir. Et enfin, l'autorité charismatique qui repose sur l'aura dont dispose un individu et qui va jouer un rôle non négligeable dans les jeux d'influence. Alors l'aura, le charisme, c'est ce qu'on peut appeler chez une personne sa prestance, son allure, son élégance, c'est ce qui va séduire et fasciner. Une personne peut bien sûr incarner plusieurs de ces autorités en même temps, et dans des proportions qui varient selon les contextes et les personnes avec qui il se trouve. Maintenant, nous savons que le propre de la condition scolaire, c'est de s'imposer à l'enfant. On ne lui demande pas son avis. Il suffit de voir le panel de règles et de sanctions que l'école a mis en place pour ceux qui ne respectent pas ces règles. Alors, le professeur peut tout à fait détenir un savoir pour lequel l'enfant aurait un intérêt. Mais si l'enfant a l'obligation d'en être le receveur, le moteur de leur relation n'est pas la reconnaissance de ce savoir, mais son imposition. Donc même si une autorité épistémique peut tout à fait intervenir dans le rapport élève-professeur, elle ne constitue pas la base de cette relation. De la même manière, l'enfant pourra préférer un professeur à un autre s'il lui trouve un plus grand charisme, c'est-à-dire si le professeur séduit par sa prestance, s'il attire la sympathie. Et ça contribuera aussi à rendre son savoir plus attractif pour l'élève. Mais ces éléments de préférence ne sont pas moins inclus eux aussi dans le cadre imposé qui est celui du rapport élève-professeur. La base de l'autorité professorale n'est donc pas non plus charismatique, même si on pourra bien sûr retrouver cette forme. Pour parvenir à faire adopter aux élèves les comportements que le professeur attend d'eux, pour leur transmettre un certain nombre de connaissances et de valeurs, il sera donc primordial qu'il hiérarchise les rapports, parce que les enfants, sur ce point, fonctionnent comme les adultes. Si vous vous sentez devoir apprendre quelque chose à un adulte et qu'il refuse, votre seul moyen restant sera de vous imposer à lui. C'est donc comme ça qu'une autorité de commandement et de sanction est indispensable au professeur, car ses connaissances et son charisme ne lui seront jamais suffisants pour remplir sa mission. Ce qui peut aussi expliquer cette posture d'ascendance, ce sont, dans la pratique, les conditions de travail. Le professeur doit maintenir 25 enfants dans une salle de classe. Il doit capter l'attention de chacun d'eux, du moins dans l'idéal, leur imposer le silence dès que nécessaire, veiller à ce qu'ils aient une attitude convenable et il doit parvenir à leur faire accepter les consignes de travail. C'est donc une tâche qui va nécessiter à son exécutant certaines capacités. Mais c'est la même chose si je rassemblais 25 adultes devant moi et que je commençais à leur parler de choses qui m'intéressent. J'aurais beau avoir une pléthore de connaissances et énormément de charisme,
Au mieux, il y en aura quelques-uns qui m'écouteront un petit moment, mais les autres partiront très vite. Et ils partiront parce qu'ils en ont la possibilité, parce que je la leur laisse. Mais avant même de chercher à discipliner les élèves et à leur apprendre les fondamentaux, cette forme d'autorité, je pense, est une réponse à notre façon aujourd'hui de percevoir les jeunes personnes. Par exemple, en reprenant le descriptif de la mission du professeur, il est écrit qu'il a à cœur de créer un rapport positif à l'apprentissage. C'est une idée qui suppose que l'enfant n'a pas un rapport positif à l'apprentissage. Indirectement, il est reconnu que l'enfant n'a pas envie de l'apprentissage, puisqu'il faut engager une personne qui aura pour mission de faire aimer à l'enfant ce qu'il n'aime pas de lui-même. On peut lire aussi que le professeur permet aux élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux. Et si le professeur permet aux élèves d'apprendre à lire, à écrire et compter, cela veut dire que sans le professeur, les enfants n'en auraient pas la permission ou bien n'en seraient pas capables. Et quand on dit qu'il permet, ça signifierait qu'il donne la liberté aux enfants de s'approprier ces savoirs ou qu'il leur en donne le pouvoir. Sauf que les enfants, nous le savons, ne sont pas décisionnaires quant à ce qui touche à leur scolarité. Il me paraît donc assez tendancieux d'affirmer permettre aux enfants d'acquérir un savoir quand on ne leur permet pas de ne pas l'acquérir, ou de ne pas l'acquérir par d'autres moyens que celui du professeur. Les textes officiels nous disent aussi que le professeur éveille chez les élèves l'intérêt pour le monde qui les entoure. Le sous-entendu sans équivoque, c'est que l'enfant ne porterait aucun intérêt au monde dans lequel il vit s'il n'a pas de professeur à ses côtés pour faire naître chez lui ce désir de découverte. Les idées sont sensiblement les mêmes quand on regarde la mission du professeur de collège. On nous dit qu'il aide les élèves à grandir, à développer leur esprit critique, à réfléchir, à exprimer des idées, à comprendre le monde dans lequel ils vivent et qu'il les amène à devenir des citoyens. Je reviendrai sur certains de ces points dans d'autres vidéos, je pense, mais dans tout ça, on a un jeune qui est un peu vu comme n'étant rien sans la présence quasi quotidienne du professeur grâce auquel il va pouvoir devenir tout. Mais ce tout, il ne faut pas oublier qu'il est arbitrairement constitué de savoirs jugés intéressants et donc débarrassé des savoirs jugés sans intérêt. Donc, pour reprendre, l'autorité hiérarchique du professeur servirait 1. À maintenir l'ordre dans le groupe, dans la salle de classe, 2. À inculquer les savoirs fondamentaux à l'enfant, mais aussi tout ce que l'école cherche à lui enseigner, et 3. Finalement, et surtout peut-être, à répondre à l'idée que l'enfant a besoin d'un professeur pour se réaliser. Peut-être d'ailleurs que les deux objectifs que j'ai donnés précédemment sont plus des moyens pour arriver à cette fin. Voilà, ça fait quelques pistes de réflexion sur ce qui mène à un besoin d'instauration d'une autorité d'imposition. Autorité qui va permettre de répondre à cette tâche qui est de capter l'attention, pour reprendre le texte de l'éducation nationale. Dans la prochaine vidéo, on verra plus encore comment s'exprime cette autorité, quelles sont ses implications et en quoi son usage est une fonction fondamentale du professeur dans le rôle qu'il a joué au sein des écoles et donc, a fortiori, dans le rôle de l'école. Au revoir.